Bon, on va commencer. Bonjour, merci d'être là. Nous allons vous présenter avec Claire de Passway un projet que nous avons réalisé ensemble qui consiste à gérer les opérations de transport de la poste avec des données prédictives issues uniquement de l'IA et de capteurs de géolocalisation. Alors je vais laisser Claire se présenter et présenter Passway, et puis ensuite je me présenterai et je présenterai le cas d'usage de la poste. Ah, je suis allé trop vite. Revenir, voilà, merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc en quelques mots, je suis Claire de la société Passway. C'est une société qui a 5 ans maintenant, on est à peu près 25 personnes dans la société et on a plutôt un background issu du monde académique et de la recherche où on a travaillé sur un framework qui permet de traiter des données temps réel et de faire tourner des modèles d'IA sur ces données en temps réel. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai mentionné, c'est un cadre de programmation à destination des développeurs. Il y a plus de 80 000 étoiles sur GitHub dans la version open source du framework. Et un certain nombre d'experts identifient Passway comme une solution de premier plan, à la fois sur le traitement de données géospatiales et dans des applications en IA et en IA générative sur lesquelles on pourra revenir également. Et aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, des acteurs français comme le groupe La Poste, comme Transdev, mais aussi des organisations internationales avec l'OTAN qui est un de nos plus gros utilisateurs. Ça marche toujours pas. Alors, moi je m'appelle Jean-Paul Fabre, je suis responsable innovation technologique à la DSI de la branche service courrier-colis. Et le projet concernait le transport des colis pour Colissimo, le transport de longue distance autour des plateformes colis. Donc il y a 17 plateformes colis en France. Et on transporte les colis. Ça ne marche pas. Une unité de transport. Donc dans le jargon, on dit UT. Soit des semi-remorques, soit des caisses mobiles. Donc les caisses mobiles, il faut voir ça comme étant un demi-semi-remorque au niveau logistique. C'est ce qui va remplacer à terme les semi-remorques. Et ça permet de faire du Lego logistique. On peut faire des correspondances plus rapidement, on peut décharger 2 fois plus vite, parce qu'on en met 2 en même temps. Mais 2, ça équivaut à une semi-remorque. Pour les traquer, ce sont des équipements non alimentés électriquement. Donc on a dû choisir des systèmes qui sont sobres en énergie et qui émettent une position GPS toutes les 15 minutes. Et la précision, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de Google, il n'y a rien. La précision, c'est de l'ordre de 10 à 20 mètres si on est bien placé. Là, par exemple, là-bas à droite, vous avez 2 caisses mobiles qui sont sous un auvent. La dérive GPS peut être de 50 à 100 mètres. Un autre cas d'usage, on est aussi transporteur. On a des camions avec des chauffeurs. Là, par contre, on utilise des produits du commerce pour gérer la réglementation. Et un des sous-produits, c'est la localisation. Et la localisation, là, ça se fait toutes les 6 secondes avec une précision métrique. Donc quand on fait des projets comme ça de géolocalisation, souvent j'entends, nous, dans les conversations, la géolocalisation. Non, ça dépend de la précision et de la fréquence de ce que vous avez comme capteur. Alors, quels étaient les cas métiers? Au départ, on est parti sur des cas opérationnels. On voulait savoir quand les véhicules allaient arriver sur les plateformes, un peu comme sur un quai de métro. Et comme on était en train de partir vers de la prévision d'arrivée, on a fait le pari qu'on était capable aussi de prédire la destination du véhicule sans autre information pour simplifier finalement les intégrations. Et ensuite, c'est assez classique, avoir des alertes. Donc pour une plateforme, qu'est-ce qui va arriver? Et puis comme on avait des conteneurs, les caisses mobiles, c'est des conteneurs. Toute la gestion des conteneurs, savoir où ils sont. Donc on a tous, quand on a des conteneurs comme cela, la problématique des conteneurs vides qui ne reviennent pas toujours. Et au fur et à mesure des travaux, on a pu travailler sur le SI plus tactique, donc tout ce qui est amélioration continue. Et on a aussi découvert, avec ce travail avec Passway, tout ce qui est sous-jacent au transport, qu'on avait vu d'ailleurs dans le Covid. Rappelez-vous, dans le Covid, on avait oublié que les chauffeurs, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de restaurants, ils avaient besoin de stations essence.
Donc on a découvert, nous, toutes ces contraintes sous-jacentes qui peuvent être très fortes quand on fait de l'optimisation. Donc l'outil ne fait pas de l'optimisation, mais va aller rechercher. On va rechercher les contraintes qui permettront ensuite de faire de l'optimisation correcte. Et du coup, on a fait des études de réseau, donc les Jeux Olympiques et tout ce qui est décarbonation, et toujours le rééquilibrage des conteneurs vides. Et comme c'est un système qui est orienté data, il faut gérer la qualité des données. Premier niveau, le capteur. En général, on pense que les capteurs ils marchent tout seuls. Là, on est dans le domaine du transport. Les capteurs subissent des vibrations, des chocs, des antennes qui se détachent, des micro-éclairs, etc., qui vident les batteries. Et donc, on a un système de gestion de l'alerte sur les capteurs qu'on n'avait pas avant. La partie aussi de données, l'analyse de la pertinence de la donnée. Donc, l'algorithme qui fait les prédictions peut savoir si les données qui remontent, elles sont bien ou elles ne sont pas bien. Alors que tout le système d'acquisition, lui, il ne le voit pas. Il n'y a aucun log d'anomalie, il n'y a rien. Et à la fin, on s'est posé la question, est-ce que le système d'information déterministe et le système d'information stochastique se rapprochent? Sur le système d'information qu'on monte stochastique, on connaît l'erreur. Par contre, sur l'autre, il est exact. Alors, on travaille avec Passway depuis 4 ans. Les premiers travaux, c'était sur peu de capteurs et on a été impressionné par le résultat. C'est-à-dire qu'avec très peu de capteurs, on arrivait à reconstruire le réseau. Donc, on s'appuie sur les connaissances scientifiques de Passway qui permettent de reconstruire un réseau et à partir de ces connaissances scientifiques et de nos travaux sur le métier, on a construit ensemble les cas d'usage. Et c'est comme ça qu'on a découvert tous les cas d'usage au niveau des réseaux, au niveau de décarbonation, etc. Et par ailleurs, ils ont une plateforme qui fonctionne et qui est résiliente. Donc Claire vous en parlera. Il n'y avait pas eu de panne en 3 ans. Et ça fait 10 mois qu'on n'a rien touché sur la plateforme Passway. Alors juste... ah zut, trop loin. Pour montrer comment ça s'insère dans l'ensemble du système d'information, on a voulu un système qui soit plus un monolithe, qui parte de la donnée jusqu'à l'exploitation de la donnée. On a découpé le système en fonctions homogènes par rapport au cycle de vie des fonctionnalités. Et par ailleurs, chaque brique est liée les unes aux autres par des interfaces extrêmement simples, faciles à comprendre. Et si je pars de la droite, là vous avez Passway. Passway, c'est l'algorithmie, et c'est là qu'on héberge, qui est hébergé, le jumeau numérique du réseau qui modélise le comportement en temps réel du réseau global. Et les données qu'on reçoit sont très simples, c'est l'identifiant d'un asset, la latitude et la longitude, c'est tout. Et dans l'autre sens, on va avoir cet asset, il arrive à tel endroit, telle heure. Ou, sur cet endroit géographique, vous allez recevoir tel et tel asset à telle heure. Et ce qui veut dire qu'on doit avoir une notion d'endroit géographique, j'appelle ça comme ça, mais c'est des géofences, validé et propre. C'est essentiel. Donc on les découvre dans Passway, on les met sur la plateforme d'acquisition et ça les valide. Et on n'injecte pas les 30 000 points de la poste, on en a 300. 300 réellement utilisés, réellement bien qualifiés. La plateforme d'acquisition, c'est une solution Cuzzle, vous l'avez sur le salon, qui permet de faire passer des données du monde électronique avec un jumeau numérique des capteurs vers le monde de l'asset, qui est un jumeau numérique statique qui représente les assets. Et le passage de l'un à l'autre est automatisé, c'est ce que j'appelle la traduction. C'est très simplifié parce que c'est aussi un back-end. Et c'est là qu'on héberge le geofencing. Alors c'est un choix qu'on a fait. Le geofencing, c'est savoir si un asset est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un périmètre. Et puis, tout à fait à gauche, la partie capteur. Donc là, on sous-traite. On achète de la donnée, en fait. On achète des données qui doivent remonter toutes les 15 minutes avec une fraîcheur de 2 minutes. Et c'est Wireless Logic a gagné le marché il n'y a pas très longtemps. Ils fournissent les capteurs. Oui, ah ben oui, il est là. Ouais. Les capteurs, la connectivité et la maintenance. Bon, les capteurs, c'est un capteur Ineosense. Et la maintenance est sous-traitée, c'est Iria. Et sur la partie transport, les nôtres, on a une télématique, qui est une télématique américaine qui s'appelle Samsara. Et les données brutes, c'est longitude, latitude. Vous voyez que la traduction entre le monde de l'électronique et le monde de l'asset n'est pas très compliquée. Alors, comment on voit les choses? Un système d'information, c'est comme des phares de voiture, ça éclaire quelque chose qu'on a prédéfini. Donc nous, dans le transport, c'est le plan de transport. Ça, c'est l'élément sacré, le plan de transport. Tout ce qui est dans le plan de transport est vu. Tout ce qui n'est pas dans le plan de transport n'est pas vu. Alors, n'est pas vu par le système d'information officiel. Et c'est pour ça qu'on a décidé...
je n'arrive pas à recréer une nouvelle source de vérité à partir des objets et de Passway. Et de ne pas ramener les données directement dans le SI, puisque ça ferait filtre et on ne verrait plus rien. Donc on voit tout ce que ne voit pas le système d'information. Par contre, ce n'est pas de l'inconnu, c'est déjà vu. C'est 17 fichiers Excel. On a 17 plateformes. C'est des fichiers Excel qui sont répartis sur tout le territoire. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, quel est l'écart? Alors, on peut se dire que l'écart, ça peut être la couverture du système d'information local, par exemple, plus des interprétations. Alors, ça, c'est les données brutes. Donc, quand j'ai enseigné à l'IAE, j'avais un prof qui s'appelait Vincent Giard, qui disait il faut manger des données pour comprendre quel est le problème et pouvoir faire des algorithmes. Là, ça donnerait quand même une petite indigestion. Voilà ce qu'on obtient avec Passway. On retravaille les données et là, Passway reconstruit tout le réseau réel. Les arcs, les itinéraires réels, les nœuds de réseau. Les nœuds de réseau sont qualifiés, soit c'est des plateformes, soit c'est des arrêts. À nous de regarder à quoi correspondent les arrêts. Les plateformes, on sait ce que c'est, ça c'est les nôtres, hein, on les connaît. Mais il y a des plateformes qui ne sont pas les nôtres, qui sont des sous-ensembles de l'organisation du transport que nous ne maîtrisons pas. Et vous voyez, vous avez un réseau, c'est comme un réseau sanguin. Là où il est capillaire, ça veut dire que j'ai des véhicules agiles. Là où il n'est pas capillaire, où je prends que les grosses artères, j'ai des véhicules peu agiles. Donc les caisses mobiles ne sont pas agiles, les semi-remorques sont agiles. Donc là, rien qu'au coup d'œil, on sait quel est le réseau semi-remorque et le réseau caisse mobile. Nous, le but, c'est de couvrir le plus possible le territoire avec des caisses mobiles. C'est le ROI du projet. Alors ça, c'est ce qu'on voit avec les camions jaunes. Alors vous voyez, là, c'est beaucoup plus fin. C'est pour ça qu'il faut 6 secondes, hein, parce que le transport se fait à très courte distance et on a beaucoup de bouchons. Ce qui est assez remarquable, c'est que vous pouvez voir la francilienne, le dessin de la A86, et là où c'est un peu flou, c'est Paris. Là où il y a beaucoup de ramifications, c'est Paris, parce que les camions choisissent des itinéraires variés. Et voici Paris. Donc là, on voit très bien le périph'. C'est les bouchons. Là-haut. Ça, c'est le périph'. Et ça, c'est les nouvelles utilisations de la ville. En fait, quand on regarde dans le temps ce qui se passe, on voit comment la ville évolue. Comment les usages se font au niveau de l'utilisation de la ville. Parce que nous, on est un utilisateur de la ville. Alors, des fois, on a de bonnes idées, on essaie de passer à côté. Mais comme on est plein de transporteurs qui ont de bonnes idées, on se trouve tous au même endroit au même moment. On a donc des congestions qui se déplacent. Et c'est là qu'on doit travailler pour améliorer notre service. Alors pourquoi il faut l'intérêt d'avoir une plateforme qui regroupe les données d'historique et les données temps réel comme Passway, c'est que le jumeau numérique, il évolue en temps réel. La solution de Passway fait évoluer le jumeau numérique au fur et à mesure des évolutions. Et quand on fait des nouvelles organisations, c'est intéressant de partir sur le jumeau actuel, de regarder comment ça se superposerait, et puis de comparer ce qui se passe vraiment. Et je vous montrerai des exemples. Et ça permet de valider ou pas la conception. Et même aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait circuler des véhicules qui sont tracés pour voir quel impact ça pourrait avoir en regardant derrière dans Passway où c'était passé réellement. Voilà, ben c'est à toi. Pour aller un peu plus dans le détail d'un point de vue technique, rapidement, vous voyez l'architecture de la solution Passway. Donc aujourd'hui, il y a plus de 300 connecteurs disponibles avec les principaux standards du marché, ce qui a permis la Poste, par exemple, qui utilise Kafka, de s'intégrer directement à partir de ces données-là. Et puis ensuite, on va avoir une synchronisation en temps réel des pipelines de données avec, comme l'a dit Jean-Paul, un choix dans la fréquence qu'on veut. On a quelques clients dans le monde bancaire, en Formule 1, qui sont plus à la milliseconde près. Pour des groupes comme La Poste, comme Transdev, on cherche un équilibre en fait entre la fréquence des données, le rafraîchissement des données, ce que ça apporte d'un point de vue business, et puis aussi le coût d'infrastructure derrière qui va avec cette volumétrie de données. Et puis donc au milieu de la solution, on va avoir ce qu'on appelle donc le moteur de traitement de données Passway qui va permettre de créer toutes ces pipelines très facilement. On reviendra après sur un exemple de pipeline de données, mais ça va permettre pour certains cas de faire de l'évaluation de la qualité des données, donc de dire à chaque point de données qui arrive, par exemple, on lui donne un intervalle de confiance en disant a priori ce point de données GPS, il est bon, il est pertinent, il n'a pas souffert d'altération entre le moment où on l'a reçu et il arrive. Et donc on va l'utiliser et le pondérer proportionnellement dans les pipelines. Et puis ensuite on va avoir des cas d'usage spécifiques
d'ETL, donc de Extract Transform Load, donc vraiment de traitement de données temps réel, mais aussi des cas d'usage de RAG, donc de Retrieval Augmented Generation. Donc c'est toute une branche de l'IA générative qui va par exemple permettre de faire un rapprochement entre les données temps réel qu'on observe sur le réseau et les données par exemple des contrats de la Poste quand la Poste a pu contractualiser avec un certain nombre de prestataires et valider que ce qui a été mis dans les contrats est in fine ce qui est exécuté dans le temps réel. Et donc là, c'est pour avoir une petite idée de comment s'articule un pipeline de données temps réel. Donc on commence avec les données brutes qui sont remontées par la plateforme d'acquisition mise en place par la Poste. On va avoir un premier pipeline de nettoyage des données. Donc c'est vraiment ce que je viens de dire. On va se dire, ce point de données, on lui fait confiance. Ce point de données, a priori, on a eu un écart. Il a fait un saut de 100 km dans un temps qui permet de dire qu'a priori, sauf si le véhicule voyage extrêmement vite, c'est une erreur dans les données parce qu'il ne peut pas faire un saut de 100 km en 2 minutes a priori. Et donc ensuite, on fait ce nettoyage des données. On considère que les données sont prêtes pour l'analyse. Et à partir de ça, on va activer 2 pipelines séparément. Un premier qui va faire l'estimation des temps d'arrivée. Donc ça va permettre aux plateformes de la Poste de se dire, OK, on sait que cette unité de transport, elle arrive dans X minutes sur la plateforme. Tout ça sans avoir le référentiel. Donc c'est vraiment un point important, c'est que nous, côté Passway, en fait, on n'a pas les informations métiers a priori de la Poste sur quand est-ce que le véhicule doit partir officiellement, doit arriver officiellement, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va. Tout ça, c'est pas des informations qu'on a. Et on a fait le choix pour vraiment limiter les coûts d'intégration, les temps d'intégration dans des systèmes informatiques qui peuvent être complexes dans des groupes comme la Poste et puis y avoir des sujets de partage des données, de partir uniquement sur les données des capteurs IoT. Et donc ensuite, ce pipeline, il va faire la prédiction des temps estimés d'arrivée, donc des ETA et de la destination. Et en parallèle, on va avoir un autre pipeline qui va nous dire quelle est la performance de ces évaluations, de ces prédictions. C'est-à-dire que ce qu'on veut savoir en temps réel, c'est beau de faire des prédictions, à quel point elles sont correctes et à partir de combien de temps elles s'affinent le plus possible. Et donc dans ce cas-là, on a des critères de qualité qu'on a mis en place avant, de se dire, une demi-heure avant, on s'autorise d'avoir 2 à 3 minutes d'écart dans la prédiction. Et plus on se rapproche de l'heure, plus on veut être exact. Et ça permet à l'algorithme d'apprendre en continu et de s'améliorer. Et peut-être pour faire un pas en arrière de ce pipeline, l'idée initiale, c'est vraiment d'avoir cet apprentissage et de se dire, plutôt que de travailler uniquement sur des données statiques, on va utiliser les données temps réel et faire en sorte que les pipelines et les modèles de machine learning, donc d'apprentissage de machine et d'intelligence artificielle, puissent apprendre en temps réel des données. Si on prend une analogie dans le milieu bancaire, par exemple, aujourd'hui, la fraude, un modèle d'IA, il va apprendre sur la base de données statiques. La fraude, le 17 septembre 2025, ça ressemble à ça. Et il va pouvoir uniquement, ensuite, une fois qu'il est mis en production, détecter ce type de fraude-là. Or, si dans un mois, il y a des fraudeurs qui découvrent une super nouvelle manière de frauder, et en fait, ce modèle, il ne va pas être capable d'apprendre des données directement parce qu'il aura été entraîné sur un ensemble statique, il aura appris un certain nombre de règles et il arrête d'apprendre. Et donc là, tout l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a cet apprentissage en continu qui est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le monde de l'IA. Et donc, chez La Poste, comme chez d'autres clients, on est vraiment sur un stack de cas d'usage avec l'idée d'avoir une plateforme qui évolue et qui grandit au sein du groupe La Poste pour faire en sorte d'éviter d'avoir à tout replatformer à chaque fois. Donc on va travailler sur les flux de données temps réel qu'on capture avec ces plus de 300 connecteurs qui nous permettent d'avoir des données précises et à jour pour toutes les applications temps réel. Et puis par-dessus, on va pouvoir construire d'autres cas d'usage aussi avec l'évolution des nouveaux outils et de se dire qu'il y a un intérêt pour La Poste de pouvoir prototyper très rapidement et de se dire ça c'est un cas d'usage qui a priori a l'air intéressant, on le prototype en quelques heures ou quelques jours et puis rapidement on voit est-ce qu'il y a de la valeur, est-ce qu'il n'y en a pas et on décide ou pas de continuer dans cette direction.
Et la dernière étape, c'est les modèles de fondation dont on a peut-être un peu moins parlé jusqu'à présent, mais c'est d'avoir in fine des modèles qui sont capables d'internaliser les processus métiers et vraiment de pouvoir ensuite faire des recommandations qui s'adaptent en fonction du contexte interne de la société ou d'un département en particulier. Et concernant l'analyse des capteurs, nous, on a un rôle double. On a vraiment un côté data. Purement, nous, on n'est pas fournisseur de capteurs. Donc, on travaille avec les données récoltées par le groupe La Poste par les capteurs. Et il se peut qu'on détecte un certain nombre d'erreurs. On a un cas fréquent, qui arrive en tout cas, c'est les données dans le futur. C'est toujours un concept intéressant de faire de la collecte de données sur des dates, sur des moments qui n'existent pas encore dans le flux logique du passage du temps, où là c'est l'horloge propre du capteur qui est parfois déréglée. On va avoir des situations de téléport, donc vous le voyez peut-être moins, mais ça va être un point qui d'un coup va aller en plein milieu de la Manche et puis revenir rapidement. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, soit des problèmes de connectivité. On peut avoir cette situation aussi, on travaille dans des contextes un peu plus internationaux, où à proximité de bases militaires, vous allez avoir des GPS jammers qui vont faire en sorte que vous ne collectiez aucune donnée dans un certain périmètre et qui vont brouiller toute l'intégralité de la donnée, et ça, c'est important de le savoir. Il peut y avoir des arrêts de transmission de données, et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on permet de dire on ne récolte plus des données, ou alors il y a des fournisseurs de données qui ont des SLA, donc des Service Level Agreements, qui disent vous devez nous envoyer des données toutes les X secondes ou toutes les X minutes, sauf que parfois ils sont dans des endroits où il n'y a pas de connectivité, et donc ils vont renvoyer le même point de données en continu pour valider ce critère qu'on leur a mis, alors même qu'en fait c'est juste un renvoi du même point et c'est pas du tout une nouvelle mesure, ce qui change totalement la compréhension du processus métier, parce que dans ce cas-là, le véhicule, ça veut pas dire qu'il est à l'arrêt encore au même endroit pendant des minutes, des dizaines de minutes, ça veut juste dire que le point de données qu'on envoie a été d'une certaine manière falsifié ou adapté pour répondre à des contraintes métiers. Et donc ça permet au groupe La Poste aussi d'affiner ses critères de qualité. Et il y a parfois des problèmes de connectivité où on est sur un échantillon avec différents capteurs. Il n'y a aucune marque qui n'arrive à envoyer des données sauf une. Et donc dans ce cas-là, en général, c'est toujours intéressant de se dire qu'il n'y a pas de connectivité dans certains endroits et qu'aucun fournisseur n'y arrive sauf un. Et en général, c'est un mauvais signe pour ce fournisseur. Ah, c'est parti trop loin. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire sur la partie... donc on a les vraies données, les remontées de l'IoT, et on est en train d'essayer de se rapprocher du plan de transport. Alors le plan de transport, c'est une interprétation finalement de ce que sont les contrats. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts entre les données remontées par l'IoT et les plans de transport. Et donc à chaque fois, on revient vers le contrat. Donc aujourd'hui, on se dit, le travail qu'il faut qu'on mène, c'est rapprocher non pas vers le plan de transport, qui est une interprétation. Et le but du plan de transport, c'est de dire aux gens sur le terrain, voilà, il y a des camions qui roulent à telle heure. Hein. Donc on perd de l'information, c'est de revenir au contrat. Donc on verra tout à l'heure comment on fait. Et donc comment on a intégré ce jumeau numérique pour les opérationnels, c'était quand même le but. Voilà une plateforme, donc ça c'est Brive. Donc j'ai pris Brive exprès parce que c'est une croix, il y a un croisement d'autoroute. Et vous voyez qu'il y a des véhicules qui sont en circulation tout autour de Brive. Mais en fait, à gauche, c'est le jumeau numérique. Voilà ce qui est pour Brive. Il n'y en a que 3. Et vous avez 3 véhicules qui sont numérotés, c'est ce que voit la plateforme et c'est ce qui les intéresse. Tout le reste, ça ne les intéresse pas, c'est pas pour eux. C'est des liaisons transversales qui ne sont pas pour eux. Et vous pouvez vous dire, le numéro 1, là, est-ce qu'il est vraiment à 30 minutes? En fait, le jumeau numérique a fait l'annonce, mais le point, lui, il a été pris. C'était la télécommande. Le jumeau numérique a fait le calcul, mais le point, lui, est à 9h11, en fait. Donc la géolocalisation est beaucoup plus précoce, et donc on est à presque 50 minutes de l'arrivée, en fait. Donc c'est le jumeau numérique qui fait le calcul, et qui va donner la valeur exacte. Donc pourquoi c'est important d'avoir un jumeau numérique?
Et quand est-ce que c'est important d'avoir de la précision? Ici, c'est le cas. Alors, Claire vous a montré le pipeline de correction. Ça se produit plus, mais c'est pour vous illustrer l'importance des données et de quand est-ce qu'il faut qu'elles soient pertinentes dans un jumeau numérique. Ici, vous avez une prédiction qui est faite pour Nevers et Clermont. Le camion, on ne sait pas en gros où il va. Mais à Nevers, c'est une plateforme de distribution. Donc à 10 heures, il n'y a plus personne qui attend rien. Donc on est en train de donner une information à quelqu'un qui n'est pas là pour qui ne le concerne pas. Donc ce n'est pas la peine de faire de l'héroïsme sur l'algorithme. C'est trop tôt ou inutile. Et quand on passe Nevers, là, on sait que ça va vers Clermont. Il faut savoir que Clermont, la prise de service qui va recevoir ce camion, elle est à 13 heures. Donc à 12 heures, il n'y a personne pour regarder non plus. Mais la donnée est précise. Et on sait donner une information correcte au bon moment. Alors pourquoi là, par contre, il faut que le jumeau numérique soit présent et que ce soit réellement précis, c'est à 30 minutes. Vous avez en bas, si on n'avait que de la géolocalisation, un GPS K dérivé. Vous êtes à 30 minutes dans le cercle, mais en route, vous êtes à 1 heure. Donc vous donnez une alerte. Là, ça ne sert à rien. Si la personne attend une demi-heure avant de faire partir le flux, de retarder l'ensemble des flux de colis pendant une demi-heure pour récupérer le camion, il va attendre pour rien. Donc on va perdre de la qualité de service pour rien, pour des colis qui ne seront pas arrivés. Donc si j'ai une géolocalisation classique, ici, je n'ai pas d'alerte. Et là, j'ai une alerte. Mais là, je ne suis plus à 30 minutes, je suis à 10 minutes, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien de donner une alerte, le camion est presque arrivé. Alors on va serrer si je serre les points, là maintenant c'est toutes les 6 secondes. Là c'est bon, je donne une alerte à 30 minutes. Sauf que on est dans le transport routier. Et souvent ils font le plein avant d'arriver. Donc en fait, et c'est très récurrent, ça c'est ce qu'on a découvert avec Passway. Il y a des changements de service et donc on a donné une alerte 55 minutes. Là encore, pour le terrain, ce système-là n'est pas efficace et ils ne le regarderont plus parce que les données sont fausses. Alors, comment on qualifie un peu la qualité? Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la qualité des prédictions sur la destination. En vert, c'est les semi-remorques. On est quasiment à 100% de résultats. Donc, on n'a aucune donnée de plan de transport. On sait dire où va un semi-remorque à 100%, pratiquement. Sur les caisses mobiles, c'est un peu moins bon parce qu'on a une relation de proximité très intense entre deux plateformes de l'Île-de-France qui sont à 10 km. Et rappelez-vous, on fait un point toutes les 15 minutes. Donc avec un seul point pour prédire où on va, c'est compliqué. Mais par contre, encore une fois, c'est ce que je disais, ces deux plateformes ont une relation tellement intense qu'un retard sur un camion n'a aucune conséquence de la production. Donc ça ne les gêne pas. Et les pics vers le bas, c'était pendant les interdictions de circulation. Il y a quelqu'un qui a circulé. Et le système n'a pas su dire où ça allait, donc la prédiction est mauvaise. Là, on est sur la qualité des prédictions au niveau horaire, à 30 minutes de l'arrivée. Donc, ce qui nous intéresse, à 30 minutes de l'arrivée, pour les semi-remorques, on a quasiment 0 écart, 0 minute d'écart. On est pratiquement bon à tous les coups. Et sur les caisses mobiles, on est autour d'une minute. Une minute d'écart avec un intervalle de moins de 2 minutes à 2 minutes. Et là, on est à 30 minutes. Ça, c'est un critère pour savoir s'il y a un vrai jumeau numérique. Si vous demandez à votre fournisseur, tu fais de l'ETA, donne-moi ça. Si vous ne le donnez pas, c'est qu'il fait des règles 3. Et on va plus loin, on est capable d'évaluer la qualité à 10 minutes et à 1 heure. Donc on voit l'évolution de la qualité de la prédiction au fur et à mesure du temps. Donc c'est le pipeline qu'avait décrit Claire. Alors sur les études tactiques, il reste combien? Ouais, c'est bon. Donc on a fait des travaux sur les Jeux Olympiques. Là, c'était pas prévu au départ, ça fait partie des études qu'on a eu à faire rapidement. On a superposé les contraintes imposées par les Jeux Olympiques avec notre réseau pour savoir si on allait être impacté ou pas. Et en fait, on a vu qu'on allait être très peu impacté, et on a été très peu impacté sur le transport lourd, parce qu'en fait, nos plateformes sont situées plutôt nord-est et sud-est, et donc on passe par la francilienne est, qui n'était pas impactée. Et la vraie frontière, en fait, c'était la Seine. C'était la Seine Paris-Ouest. Or, historiquement à la Poste, la Seine a toujours été considérée comme une frontière. Donc les colis qui arrivent au nord de Paris arrivent par le nord, les colis qui arrivent au sud de Paris arrivent par le sud. Donc en fait, on n'a pas été gêné par les Jeux Olympiques. Mais on a pu le prouver et on a pu rassurer l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. Là, c'est la décarbonation du réseau. Donc là, je vous montre le résultat. Mais avant, on a positionné sur nos réseaux les stations qui font du biogaz, qui sont structurantes. Et ensuite, on a mis en place les relations. Et là, on voit bien les points bleus, ce sont les stations biogaz. Donc nos relations sont bien collées aux stations biogaz. Alors il faut savoir qu'un véhicule biogaz, il a une autonomie
qui est au maximum de 450 km. Donc il est collé aux stations biogaz. S'il n'est pas collé aux stations biogaz, comme on le voit ici, là, c'est qu'il est diesel. Il n'est pas biogaz. Alors il peut y avoir plein de raisons, mais on est sûr qu'il n'est pas biogaz. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour aller sur cette plateforme, il y a une seule station biogaz, et c'est celle d'Orléans, pas disponible. Ben, on va se retrouver avec des problèmes, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils doivent avoir de l'information sur la disponibilité du carburant dans les stations biogaz pour ne pas envoyer un camion qui va tomber en panne. Donc ça, on ne le sait pas, mais c'est ce que font les transporteurs, en fait. Hein. C'est leur métier derrière. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, globalement, l'organisation prévue a été respectée. Alors, là, l'analyse des éléments de réseau. À droite, c'est une plateforme colis, taguée par Passway comme étant une plateforme. C'est une étoile, et on voit toutes les relations nationales. À gauche, ça ressemble à une plateforme colis. C'est du Canada Dry de plateforme colis. C'est un élément de réseau qu'on ne connaît pas. Passway a dit que c'était un stop, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on regarde de près, c'est une station-service. Alors c'est très étonnant, hein, cette station-service est très attractive. Alors il ne faut pas oublier, les transporteurs, les chauffeurs, il y a une partie humaine importante. Pour qu'ils aillent quelque part, il faut qu'il y ait un intérêt. La station-service, c'est quand même un peu limité comme intérêt. Et donc, quand on a vu ce problème, on a pu, avec Passway, rechercher des zones qui sont identiques. Et là, on est tombé sur un relais. Ça, c'est un relais Louis XI, en fait. Hein. Vous avez de quoi nourrir les chevaux, donc c'est du gasoil, un hôtel au-dessus et un restaurant en bas. Donc, c'est vraiment un relais chauffeur. Vous voyez que le relais chauffeur, il est extrêmement structurant dans le fonctionnement. Hein. C'est parce qu'ils ont ce relais chauffeur qu'ils sont capables de faire des prix sur le transport. Et certainement, vous voyez, l'étoile n'est pas complète, il est probable qu'elle soit complète avec d'autres clients que nous. Donc c'est une structure qui existe, qui a permis aux transporteurs d'acheter le transport, vraisemblablement. Après, moi, j'en sais rien. Hein. On a latitude, longitude, et c'est tout ce qu'on a. Donc après, il faut creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, c'est structurant. Et le dernier point, on appelle ça dans le métier le thermomètre, c'est-à-dire la liste des arrivées, la liste des départs et l'intensité que l'on a. Ça permet de voir quand la plateforme charge et est-ce qu'elle charge au bon moment. Donc c'est la courbe d'alimentation en fait, hein, et de savoir si ça va passer ou pas. Donc si les points sont tous au même moment, ça veut dire qu'à un moment donné, quand c'est très rouge, on a un pic et on va comparer avec la courbe d'alimentation ou la courbe de départ qui était prévue pour savoir si ce pic est correct ou si on a eu un dérapage. Ce qui prouverait que potentiellement, soit on peut le passer, soit on est en risque sur la qualité de service. Donc en conclusion, on a, nous, pour ce qui nous concerne, un travail autour de l'UT. Hein, l'UT comme étant finalement un objet à connecter plus. Donc on a des travaux en cours avec l'INRIA ou avec Thales pour avoir des UT plus connectés. Et de toute façon, tout est centré autour de l'UT. Dans les plateformes, on flash tout ce qu'on fait sur la caisse mobile ou la semi-remorque. Quand on l'ouvre, quand on la ferme, quand on le met au parking, ce n'est pas le plan de transport qu'on flash, c'est l'UT. Pareil pour le contenu. Depuis juin, on sait ce qu'il y a dans tous nos UT. Donc on flash l'UT et on sait ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien ça qui est déjà structurant. Ce n'est pas le plan de transport, c'est bien l'UT. Et on est en train de travailler sur l'amélioration du transport. Là, par contre, c'est le lien entre le contrat et le jumeau numérique. Donc on a des tas de contrats, on va les analyser avec une IA générative, donc un RAG sur les contrats. Et on est en train de travailler avec Passway pour mettre en place un MCP. Donc MCP, c'est une interface que l'IA générative comprend pour aller attaquer des données structurées qui sont dans une base de données. Et donc, on va pouvoir poser des questions par une IA générative. Est-ce que la liaison machin, elle a un contrat et qu'est-ce qui est prévu dans le contrat? Et est-ce que c'est réellement ce qui se passe? Tiens, la liaison machin qu'on voit passer sur la nationale 88, est-ce que dans le contrat, c'est prévu par la nationale 88 ou est-ce que c'est l'autoroute? Et c'est analyser automatiquement tous ces problèmes. Alors des contrats, il y en a plus de 1000. Hein. Donc c'est un travail assez fastidieux, ça fait 15 pages, c'est très lourd. Donc l'idée, c'est d'automatiser ce travail. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui font de l'Excel. Hein. Donc c'est de l'Excel pour analyser, etc. Et c'est sur toutes les plateformes. Du coup, une fois qu'on a fait ce travail, on est capable d'améliorer le bilan carbone, de vérifier qu'on fait bien du GNV, de vérifier quelle est la consommation réelle de nos véhicules. Et puis on est en train de travailler sur l'extension à d'autres cas d'usage. Donc vous avez vu les camions jaunes. Donc les camions jaunes, en fait, ce qu'on cherche à prédire, c'est quand est-ce qu'il ne va pas arriver. C'est-à-dire on est dans les bouchons, on est coincé, vite, il faut le prévenir.
Parce que si on lui dit à quelle heure il va arriver, ils sont très très réguliers s'il n'y a pas de bouchon. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la plateforme qui appelle la régulation en disant tiens, le camion n'est pas arrivé. Donc on veut inverser cette tendance. Puis il y a la mutualisation. Donc mutualisation courrier, colis et avec aussi les filiales. Donc on a des caisses mobiles pour Chronopost, DPD et Colissimo. Donc c'est un peu tout ce travail qui est en cours. Côté Passway aussi, quelques choses qui ont été mentionnées déjà, donc des nouveaux outils de monitoring pour toujours s'assurer de la qualité des données, des pipelines et continuer d'améliorer tout ce qui est déjà en place. Le déploiement des serveurs MCP dont Jean-Paul vient de parler, qui concrètement permettent à des utilisateurs qui sont peut-être moins confiants à manipuler, traiter directement des données ou faire des requêtes dans ces données, de pouvoir poser des questions en langage naturel, donc en français dans le texte, et d'avoir un certain nombre de données qui leur reviennent, qui sont facilement intelligibles pour elles et eux. Et ça va permettre aussi à ces modèles d'IA générative en fait, d'internaliser la nomenclature de la poste. Donc si je dis aujourd'hui à ChatGPT, donne-moi des infos sur telle UT, en fait ChatGPT, il ne sait pas ce que c'est une UT, parce que c'est un savoir, la poste, c'est un vocabulaire interne, mais de la même manière, il ne saura pas comment sont normalisées certaines données, comment on appelle certaines colonnes, à quoi correspond un identifiant d'actifs, comment c'est structuré par rapport à la plaque d'immatriculation, etc. Et donc tout ça, ça permet aujourd'hui à des outils d'IA générative d'internaliser des processus internes. On continue avec le développement de modèles d'IA qui s'entraînent en temps réel pour continuer toujours de s'améliorer et une croissance de la communauté open source. Donc si des gens aujourd'hui dans la salle, vous voulez aller tester Passway, vous le pouvez. C'était 81 000 étoiles la semaine dernière, on est passé à 84 000 là, donc c'est une croissance qui va vite en ce moment. Merci. Donc pour conclure, en fait, c'est vers la gestion d'un réseau de transport qui est fait autour d'objets connectés. En fait, si on veut, entre plusieurs acteurs, remplir les UT, aujourd'hui, le sujet du transport routier, c'est souvent, nous, on fait de la distribution. À l'aller, il y a du flux, au retour, il n'y a rien. Donc le maximum qu'on puisse avoir en taux de remplissage, c'est 50% en fait. Donc l'idée, pour remplir, et si on veut améliorer les bilans carbone généraux du transport routier, il va falloir remplir. C'est de savoir ce qu'il y a dans les véhicules, en fait. Donc c'est l'idée, avec des systèmes qui sont temps réel, avec de l'IA temps réel, et qui sont réactifs et flexibles. Je sais quand est-ce que c'est rempli, il faut que je le diffuse tout de suite. Il ne faut pas que ça mouline dans tout un tas de systèmes, il faut le savoir tout de suite pour savoir si on déroute ou pas. À la place de l'instance d'un plan de transport rigide. Bon, c'est un peu provocateur. Quand je l'ai présenté il y a 15 jours, mais en fait, l'idée, c'est de se rapprocher de l'objet, en fait. C'est lui qui parle, c'est pas le plan de transport. Le plan de transport est une représentation. Donc c'est un peu... bon, nous, on est dans l'innovation, c'est un peu provocateur, mais c'est un peu l'idée d'aller vers quelque chose de plus dynamique et plus réactif, en fait. Voilà. Merci. Bon, si vous avez des questions, on peut répondre à vos questions. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, merci de votre présence. N'hésitez pas à venir nous voir, on peut vous répondre aussi à d'autres questions ou vous faire des démos si vous voulez. Bon appétit. Merci.